en train de nous joindre aujourd'hui, donc peut-être qu'on pourrait attendre une petite minute et on commencera dans une minute. Great. So, hello everyone. My name is. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Templeton et j'ai travaillé avec FP 2030 et le groupe de travail les derniers mois pour réviser le kit de ressources du plan de mise en œuvre chiffré pour appuyer cette dissémination. Si on peut partir à la prochaine diapo. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer notre session, je voudrais commencer avec un peu d'accueil et ménage. On offre une interprétation simultanée pour ce webinaire et donc, si vous avez besoin d'interprétation de l'anglais au français, il y a bien sûr des instructions sur cette diapo et aussi sur la boîte à conversation pour vous aider à accéder à la langue française, le canal de la langue française. Je voudrais remercier nos interprètes qui sont ici avec nous, qui sont essentiels pour s'assurer que tout le monde a accès à la même information. Merci beaucoup à vous. De rien. On va aussi enregistrer ce webinaire pour qu'on puisse l'utiliser en tant que ressource dans le futur. Donc, je voudrais aussi prendre une minute pour repasser un peu l'ordre du jour et partager comment on va partager les prochaines 2 heures ensemble. Je vais passer la parole bientôt à Martin Smith pour donner des remarques d'ouverture pour la FP 2030 et après ça, on commencera la session pour avoir une élection de CIP, ce qu'est CIP spécifiquement, pourquoi est-ce qu'on les utilise, on en a besoin et comment on peut les développer. Après ça, je donnerai la parole à Laura Healthy et Michelle Folsom de Momentum Global Leadership pour Coming on 10 years of CIPs. If you could please mute your mic, that would be wonderful. Thank you. So this presentation from Laura and Donc, Michelle. cette présentation de la part de Laura et Michel, elle est très intéressante. Elle va sortir quelques commentaires que beaucoup d'entre vous ici connaissent très bien de le processus de CIP. On aura une petite pause à 8h55 et puis on reviendra après 5 minutes pour la troisième session qui sera 3 groupes de travail pour explorer et entendre de la part des parties prenantes et la société civile et le gouvernement et comment ils font face aux défis communs avec les CIP. Et puis, on aura une petite discussion pour partager les leçons apprises par toutes nos expériences. Après cela, je prendrai le temps pour réintroduire le kit de ressources et pour expliquer comment on peut utiliser ces ressources pour appuyer la planification, le développement et l'exécution des CIP. Et après cela, on finira avec une discussion plénière et section questions-réponses. On a une autre 2 jours assez chargée. Je suis tellement contente que vous ayez pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Donc, ce sera un forum pour partager la richesse des expertises, les leçons apprises que je sais sont présents dans ce webinaire. Maintenant, je passe la parole à Martin Smith, qui est le directeur général de FP 2030. Merci beaucoup, Rachel. Et bienvenue tout le monde. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont partout dans le reste du monde et comptent en regarde comment la FP 2030 nous permettra d'accélérer ce progrès pour avoir la planification familiale disponible pour toutes les femmes et jeunes filles partout dans le monde. Donc, avec cet outil pour opérationnaliser les programmes du gouvernement et avec un plan de mise en œuvre, on va se concentrer sur les 10 ans d'expérience de développement et exécution de CIP qu'on a en ce moment, inclus les petits groupes de travail que Rachel a mentionnés pour
discuter ces points en commun et problématiques qu'on trouve. Donc, on va aussi parler de l'expérience des pays. On va bien sûr voir ces boîtes à outils de ressources pour être utilisées par les représentants des ministères. L'assistance technique va être disponible de la part de beaucoup de parties prenantes et bien sûr, on va partir par le processus de développement et exécution de CAP. Elle a été développée les derniers 10 ans comme résultat de collaboration et de partie de beaucoup de gouvernements, projets de gouvernement, des experts techniques et expériences. Cette année, il y a beaucoup de groupes d'experts techniques qui créent ce groupe de travail de CIP, ont participé et rafraîchi cette boîte à outils de CIP, inclut la révision de ressources et développement de nouvelles ressources pour identifier des lacunes. Et ce rafraîchissement va continuer dans ce processus et donc dans la discussion aujourd'hui va informer de plus pour rendre cette boîte à outils plus pratique et basée sur les besoins. Donc, avant de vraiment commencer, je voulais remercier quelques partenaires qui ont été essentiels dans le rafraîchissement de cette boîte à outils ou le renouvellement de celle-là, les membres de travail, le groupe de travail de CIP et inclut Margaret Reeves, Michelle Weinberg, Priya Amet de Avenir Health, de Pamaïga, le momentum du leadership mondial, et Trinity Zan, mes remerciements les plus sincères pour ce succès, Laurel Hurry, Christine Lassaway et Karen Hardy de WhatWorks Association, avec un nombre d'autres partenaires, l'UNFPA spécifiquement, USAID aussi, en particulier Alex Todd, Vina Menon, et mes remerciements les plus sincères que vous avez tous joué, le rôle que vous avez tous joué dans la création de ces ressources. Tous les partenaires des pays, les parties prenantes avec le retour sur les CIP et puis la boîte à outils la dernière année et la pratique la dernière décennie. Je vous remercie à tous. Merci aussi à Rachel et mon collègue de FP 2030, Guillaume Desbarres, et un nombre d'autres collègues de FP 2030 pour leur travail acharné avec le renouvellement de la boîte à outils et la création de ce webinaire aujourd'hui, ce qui aide beaucoup aux partenaires des pays. On a hâte d'avoir plus de collaboration, accélérer les projets de la planification familiale à travers le développement et l'exécution de la planification familiale de CIP qui aura du succès. Je suis tellement contente de commencer. Je vous repasse la parole, Rachel. Merci, Martin. Donc maintenant, on va commencer directement la première session qui est une introduction assez brève sur les plans de mise en œuvre chiffrés. Donc, reconnaître que cette information, vous êtes familière, au milieu de développement des CIP, on a développé le CIP. Pour d'autres, peut-être que c'est une information toute nouvelle. Donc, à la fin de cette session, bref, on aura tous une compréhension partagée de CIP. Donc, pour commencer, quel est un plan de mise en œuvre chiffré ou un CIP? C'est une feuille de route pluriannuelle conçue pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs de planification familiale. Donc, les CIP peuvent être particulièrement utiles pour transformer des engagements ambitieux en matière de planification familiale, tels que ceux pris par le cadre de FP 2030 et le partenariat de Ouagadougou et beaucoup d'autres, pour les transformer en programmes, congrès et politiques concrètes. Et on a vu en pratique le rôle critique que les CIP peuvent jouer les dernières 10 années.
et à travers beaucoup d'autres pays. Pour vous donner une idée de la portée, depuis le 2012 et en commençant par janvier 2022, 42 pays ont complété au moins un CIP et 8 de ces pays ont fini plus d'un. Et je pense qu'il y a des pays qui sont toujours dans le processus de développement d'un troisième CIP. Donc, vraiment, on est dans la deuxième ou troisième génération de CIP qui est vraiment incroyable pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a déjà fait, pour voir aussi ce qu'on peut faire dans le futur. Je pense que quelque chose qui pourrait nous aider tous à cette étape est que les CIP ne sont pas censés exister de manière sillonnée, mais c'est pour complémenter d'autres stratégies de planification familiale et stratégie. On a certainement appris les dernières 10 ans que assurer que le CIP sont ajoutés et qu'on on n'est pas en train de les dupliquer est essentiel pour assurer qu'ils sont utilisés et mis en œuvre. Cela est important pour éviter la redondance et s'assurer qu'il y a une mise en œuvre de l'action et s'assurer que les partenaires, les messages de plaidoyer, la politique et le budget et la mise en œuvre de planification familiale. Un exemple que je pense est très important est réfléchissez de l'alignement des CIP avec la FP ou les engagements de FP 2030, que je sais beaucoup de pays ont récemment fini ou sont toujours dans le processus de le développer. Donc, les CIP peuvent être utilisés en tant qu'outils utiles pour mettre à disponibilité opérationnaliser le programme ou bien aussi mettre la base du travail de la FP 2030. Donc, la prochaine question, si on peut passer à la prochaine diapo, est pourquoi est-ce qu'on devrait développer un CIP? Ils peuvent jouer de différents rôles basés sur le contexte et les besoins. Et les CIP, normalement, ils font partie de fonctions clés. Et dépendant du contexte, il se peut qu'ils se basent plus sur une de ces fonctions. Par exemple, un CIP peut jouer un rôle clé pour les interventions appropriées pour catalyser les progrès vers les objectifs de PS, pour délimiter aussi les ressources, identifier et donner la priorité aux domaines stratégiques clés et aussi pour l'investissement, ce qui va catalyser le progrès envers les buts de l'APF du pays. Les CIP peuvent aussi jouer un rôle clé dans le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Donc, on peut par exemple demander plus d'appui financier pour l'APF dans le pays, que ce soit des sources locales ou internationales. Et aussi, c'est important d'avoir les parties prenantes ensemble dans l'APF, dans l'espace, pour donner plus d'appui et d'autres secteurs. À tour, une stratégie agréée et un plan unique. Donc, c'est vraiment le rôle que les CIP peuvent jouer dans ce secteur avec tous les parties prenantes, avec une stratégie bien fondée, bien basée. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons parler du processus en lui-même et puis après, spécifiquement, comment planifier, développer et exécuter un CIP. Il y a donc un processus de 10 étapes qui a été documenté, révisé et puis et qui a progressé pendant les 10 dernières années. Et ceci a été basé sur les expériences, les leçons tirées et les meilleures pratiques. Ces 10 étapes sont organisées en 3 phases, en 2-3 phases. La première phase consiste à planifier pour obtenir l'adhésion et pour maîtriser les ressources, pour développer le CIP et aussi pour préparer au processus de développement du CIP. La deuxième phase porte son attention sur le développement du document de CIP et ceci implique une analyse situationnelle qui
qui informe sur la stratégie technique et l'implémentation ou le plan d'activité. Ceci est suivi par l'estimation des coûts et manque de ressources et si nécessaire, puis regarder la technique, itérer la stratégie technique pour s'assurer que que le panorama des ressources est bien ficelé. Ceci inclut aussi, incorpore la finalisation des dispositions institutionnelles pour l'exécution et obtenir et une fois répandre et puis publier le CIP une fois que c'est approuvé. L'étape finale est l'étape essentielle du processus et c'est l'étape finale, l'exécution du CIP. Et ceci incorpore la conception, la mise en œuvre des mécanismes de suivi des performances et aussi à travers le processus, mener une mobilisation continue des ressources pour s'assurer qu'il y a des ressources suffisantes pour implémenter les activités et les stratégies qui ont déjà été élaborées et esquissées dans la stratégie. Je vais rentrer dans les détails concernant ces processus pendant le webinaire, mais c'est juste une introduction brève, un aperçu général sur le CIP. Avant de passer la parole à Laura et Michel, j'aimerais fournir une petite introduction au CIP. Comme Martin l'a déjà mentionné, alors le kit ou la boîte à outils du CIP a été organisé autour de ce processus de 10 étapes que j'ai partagé. C'est le résultat d'une collaboration, de partage de savoir et le leadership entre le gouvernement, les organisations, les experts qui ont beaucoup d'expérience dans le développement d'un CIP. Il y a aussi donc un groupe technique du CIP il y a des bailleurs de fonds, il y a des parties prenantes qui ont une expérience extensive dans ce domaine et qui ont joué un rôle important dans la révision des ressources de la boîte à outils. Il y a 19 outils et ressources qui sont incorporés, qui peuvent être utilisés par n'importe qui est concerné par le processus, les programmeurs du programme, les ministères, les fournisseurs à travers le CIP. Et en effet, chacun de ces parties prenantes dispose au moins d'une ressource. À travers l'année dernière, les ressources CIP est passé par des étapes de changement. Ceci inclut la sélection de nouvelles ressources, nouvelles ressources pour remplir les écarts et puis aussi le type de ressources à utiliser quand et comment. Je vais partager des informations concernant ce processus et puis à la fin de ce webinaire. En partie de cet ordre jour de révision, d'introduction de CIP, le groupe technique du CIP a déployé plusieurs processus d'action-retour à travers les dernières années pour collecter des leçons tirées et concernant la boîte à outils des ressources, le CIP, et pour recollecter ou rassembler votre action-retour. Il était important de faire cela pour comprendre quelles sont les ressources qui sont particulièrement utiles. Laura Velli de Health Quality Plus et mon collègue du Momentum et le Leadership vont partager les résultats de ces feedbacks dans la session prochaine. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues pour partager leur point de vue. Merci de cette introduction pertinente. Je veux prendre quelques minutes pour remercier le FP 2030 pour nous avoir permis de venir ici, de présenter. Merci Lucie et Momentum pour avoir permis, la rédaction de cette documentation. La présentation de ce matin va être faite en deux parties. Je vais partager quelques idées sur ce que nous avons entendu. Et puis Laura Ferley de Health Policy Plus va présenter aussi quelques résultats de la deuxième étude. Ils ont regardé donc l'approche du CIP et voir s'il y a donc des critères à présenter du point de vue des critères de ECD. Ce que nous allons faire ce matin, c'est que je vais partager quelques résultats. Nous allons ensemble aussi, suite à cela, présenter certaines leçons à tirer pour vous permettre d'y réfléchir. Donc, passez à la diapositive suivante. Merci.
Voici. Alors, nous avons donc le plan d'information, ce que nous avons entendu peut être trouvé. Si vous voulez donc voir tout le rapport du Momentum, du USA Momentum, alors passez à la diapositive suivante. Alors, la question était très claire. Ce que nous avons dit, c'est que le FP, l'objectif était de rafraîchir la boîte à outils et ce qui était important est d'essayer de voir, c'est le résultat de la coopération, de partage des connaissances et du leadership éclairant entre de nombreux gouvernements, organisations. Il était important de voir ce qui a bien fonctionné, ce qu'on pourrait rendre meilleur, ce qui manquait. Nous avons utilisé donc une approche de conception qui est une approche qui met les influenceurs et puis les parties prenantes au centre de tout défi et de toute opportunité. Et ceci était important. La façon avec laquelle nous avons préparé le document était à travers le rassemblement de plusieurs voix, à travers une panoplie de parties prenantes. Nous avons entendu des perspectives des responsables du gouvernement, de bailleurs de fonds, d'organisations non gouvernementales et aussi de chercheurs et d'académiciens et d'institutions. Notre approche était spécifique. Nous avions un sondage en ligne dans lequel nous avons posé quelques questions. Nous avons eu 20 réponses et nous avons essayé d'identifier les questions clés. Quand nous avons fait les immersions avec un groupe de parties prenantes, nous avions une fondation de ce qui était donc important pour identifier les défis. Et puis, en fin de compte, et en partie de ce qui faisait partie de la collecte des données était sous forme de conversations ou d'interviews téléphoniques. Et c'était à travers 11 pays. Si vous voyez le rapport, vous allez avoir une idée sur ce qui a été fait. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je voulais commencer par ce qui a travaillé sur le plan national, sur la méthodologie. Il était important d'avoir des ressources de cette façon. Tout le monde savait ce qui restait à faire et combien ceci allait coûter pour rendre la tâche facile. Ceci nous a aidés par rapport à la mobilisation des ressources et de prendre les gens au sérieux, surtout les bailleurs de fonds, au lieu. Donc, nous avions un plan concret rédigé devant nos yeux. Kalima Sharif, qui était quelqu'un qui travaillait dans le plaidoyer à Tanzanie, était très enthousiaste parce qu'elle a travaillé dans un espace d'évidence. Ceci a permis aux partenaires de s'aligner autour de ses priorités et de travailler sur le plan national et sous-national. Je me rappelle très bien quand elle m'a dit elle était enthousiaste de travailler sur le premier CIP, le deuxième CIP et les différences qui existaient. Donc, le ministère de la Santé, dans certaines provinces, a vraiment apprécié que le processus entier de conduite du CIP a ramené toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales ensemble. Ce qui est positif à propos de cette approche, c'est qu'il y avait plusieurs groupes fonctionnels, groupes de travail et ceci donc a permis d'adresser le programme de planification familiale, les différents aspects du projet. Et ceci a permis d'élargir le programme davantage. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre quelques minutes pour pouvoir… Donc, ma collègue a expliqué les 10 étapes en trois phase. Je vais revenir maintenant à ce que nous avons fait. Nous avons regardé les points positifs et voir comment on pourrait renforcer, continuer le processus. Alors, les gens ont dit, il y a des choses qu'on pourrait faire de manière meilleure. On pourrait, par exemple, renforcer le processus. Donc, maintenant, je veux vous faire parcourir les étapes pour essayer de voir comment on pourrait penser surtout si nous allons offrir ceci au FP 2030 et d'établir les changements nécessaires. Alors, la première phase qui consiste en la planification, essentiellement, consistait à regarder les parties prenantes, les ressources existantes, la mobilisation des ressources. Il y avait un éventail large d'approches pour
bien sûr soutenir ces bailleurs de fonds. Il fallait regarder l'évolution du programme de planification familiale. Alors au Kenya, nous avons entendu dire que la chose suivante, vous devez impliquer le ministère d'une manière ou d'une autre, mais des fois, le ministère peut considérer son implication comme un engagement occasionnel. Par conséquent, il ne s'identifie pas totalement au CIP. Encore une fois, cette appropriation est essentielle, comme nous le voyons. Alors, dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait quelqu'un qui a dit trop de concertation peut conduire à la stagnation. Il y avait cette suggestion de pouvoir avoir de bonnes personnes dans la salle. Il faut commencer petit, puis partager la chose plus largement et mettre l'effort d'engagement dans la validation plutôt que dans la création du processus de design. Nous avons entendu ceci à travers tout le continuum. Et puis, l'USAID au Pakistan, Shakir Chando, a dit le secteur privé était très engagé depuis le début du CIP et nous étions très enthousiastes de pouvoir engager le secteur privé et il voulait que le secteur privé fasse partie du processus depuis le début, de l'initiation jusqu'à l'adoption et la mise en exécution du CIP. Alors, il s'agit ici d'une autre approche de la feuille, concernant la feuille de route. Il y avait un intérêt par rapport au processus, au développement du CIP. Donc, Sadana Moussa du développement outcome du Nigeria ont dit que la feuille de route peut être délicate. Et il s'agit ici de la conduite du CIP. Voilà une autre opinion qui vient du Nigeria, comme je viens de dire, pour voir comment obtenir l'appropriation et l'engagement. Donc, la dame a dit, la feuille de route peut être délicate. Cela signifie parfois éduquer les parties prenantes sur la planification familiale. Vous devez impliquer les gens du service de planification, mais nous n'avons pas réalisé qu'il n'avait rien à voir avec la planification familiale. Puis, nous avons commencé. Nous voulons que vous sachiez ce qui se passe dans le domaine de la planification familiale. Cela les a financés. Alors maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante pour regarder la phase de développement qui est la deuxième étape dans ce processus. Alors, la première étape était de mettre en place une analyse situationnelle. C'était considéré comme étant l'étape primordiale de l'étape. Il y avait tellement de choses, une étape compréhensive du rapport, mais il y avait tellement d'actions en retour et nous avons atterri avec un document vraiment très gros et ceci m'a rappelé le processus de planification familiale précédent. Il y avait tellement de données et tellement où personne n'avait vraiment utilisé le document. Il y avait tellement d'idées à mettre en place. Donc, les gens ont dit que peut-être qu'il faudrait faire des choses différentes pour comprendre, avoir un contexte en place, mais aussi de nous permettre de faire un bond dans CIP. En Tanzanie, nous avons entendu dire de certains intervenants que les gens ne font pas confiance aux données, ils ont peur d'être tenus responsables. Ils ont dit que la dame a dit que nous avons une culture de collecte de données, mais nous n'analysons pas, nous ne les utilisons pas. Donc, c'est une phase d'analyse situationnelle qui doit être utilisée. Alors, la prochaine étape concerne à développer une stratégie technique. Nous avons entendu que la priorisation est un grand défi. Tout est prioritaire. Et notre collègue de l'USAID de l'Afrique de l'Ouest l'a dit bien clairement. Il a dit que la priorisation est un grand défi. Tout est prioritaire et donc rien n'est prioritaire en fin de compte. Et c'est l'une des choses essentielles, un des défis majeurs. Et puis après, une collègue de Track 20 a dit les gens doivent rentrer en profondeur dans certains processus, comment s'asseoir ensemble, comment approfondir leur domaine thématique individuel. Il faut réfléchir à la façon avec laquelle les choses fonctionnent. Et que concernant l'aspect de priorisation, ça peut devenir une question de facilitation. Les gens disent oui, on doit aider, on doit attaquer la situation,
Mais il y avait dans une situation tellement de participation, tout le monde était représentatif. Certaines personnes ont voulu que la question soit liée à la jeunesse, d'autres à d'autres questions fondamentales. Donc, le processus de félicitation est important pour adresser ce défi. Les ressources et les coûts, ça c'est un vrai défi de tous les côtés il y a beaucoup de conversations avec les CIP parce qu'ils doivent refléter euh, les résultats, mais ce qui se passe, c'est que la priorisation, la réponse aux priorités n'est plus réaliste parce que ces ressources ne sont pas disponibles. Et donc, je pense que ça, on a beaucoup appris et ça a amélioré. Mon collègue du processus de CIP au Rwanda, il y a des années, il était vraiment encouragé parce que tout le monde devait être pratique et regarder la stratégie, encore une fois, la réviser, voir cette priorité et que que ce soit possible de le mettre en œuvre, que ce soit réaliste pour que ça puisse arriver. Et puis la dernière phase est de sécuriser l'approbation et faire du VACAM, partager l'information, ramasser, aider, se céder l'un l'autre. On a entendu de la part d'un collègue en Afrique de l'Ouest qui était tellement heureux quand j'ai vu le ministère de Santé et de Finances dans la salle. Je me suis dit, waouh, on a besoin de ça. Le mec qui a l'argent, il est ici dans la salle. On peut parfaitement exécuter cela. Je crois qu'on a vu ça dans beaucoup de pays, là où les gens avaient les mêmes idées. Et de l'autre côté, on a entendu aussi un commentaire de la part d'un CSO au Kenya qui parla du processus qui était tellement lent, les révisions étaient tellement produites que c'était il y avait il y avait un lancement dans les hôtels, il y avait beaucoup de réseaux, de médias, et c'était plus, et ça ressemblait plus à une fin qu'à un lancement. Je crois que c'est une déclaration parce que c'est un organe de personnes qui travaillent pour développer et avoir ces plans d'exécution et de mise en œuvre. Et normalement, ils embauchent un consultant dans ce processus et donc leur travail finit. Mais la vérité est que ce n'est que le début parce que là, on doit bouger à la phase de mise en œuvre. Et je pense que c'est comme si on avait un bébé. Quand le bébé est né, il y a une période là où personne n'est vraiment chargé du bébé. Il y a une lacune entre le moment où le bébé est né et que l'infirmière le prend dans ses bras. Donc, on va parler maintenant de l'exécution. Donc, une des choses critiques pour s'assurer qu'on a une bonne exécution de CIP est vraiment de bien comprendre la distribution, comment on peut avoir toutes ces relations institutionnelles en place. Et au Nigeria, il y avait des réunions de stratégie chaque mois avec les leaders du gouvernement sur l'APF. Le plan, il appelle le Blueprint Technical Meeting ou la réunion technique. Là, il parle des problématiques, de la diminution de ces problématiques. À ce qui paraît, ça marche très bien. On a entendu aussi qu'au Pakistan, et j'ai mentionné tout à l'heure, qu'ils sont en train de développer, ils ont ces groupes de travail, surtout dans le secteur non gouvernemental, qui sont plus unifiés. Alors ça a été critique. Encore une fois, on fait tous partie de ces groupes de travail partout dans les pays de manière mondiale. Il doit y avoir quelque chose qui aide à ce que les personnes restent motivées. Et puis, la prochaine diapo sera pour le monitorat de programme. Je crois que c'est quelque chose qui s'est amélioré. Il y a eu beaucoup de réunions
Ils ont développé beaucoup de processus et tables de bord pour pouvoir tracer ces données et les dépenses. Je pense que une des choses les plus importantes qui se passe autour le monitorat de performance est que la majorité des pays sont dans leur deuxième ou troisième CIP et donc ils sont en train de créer une nouvelle phase. Et donc, ils analysent et évaluent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour leur CIP. Par exemple, au Kenya, récemment, ils ont fait une révision qualitative des CIP et c'était vraiment que de réunions, là où tout le monde pouvait partager leurs idées sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je crois qu'en ayant ce renouvellement à vraiment lancé ou bien aider avec le lancement de CIP, dans la phase d'exécution et la phase de mobilisation de ressources, je crois que vous avez entendu Rachel dire auparavant et on le dit, chaque partie prenante le dit aussi, tout le monde dit oui, oui, oui. La mobilisation de ressources, c'est le défi le plus grand, c'est la chose la plus difficile. L'interprète entend du bruit de la part d'un autre microphone. Désolé. Et une des choses qu'on encourage et qu'on apprend est qu'on doit faire plus de mobilisation de ressources partout dans le processus. On ne pas vraiment attendre jusqu'à la fin et dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant en se grattant la tête. On a entendu de la part de collègues qui disaient que quand vous avez un plan, il faut se concentrer sur une vision. Et donc, quand vous avez une stratégie, c'est plus facile pour les parties prenantes de donner leur appui. Ça aide avec les ressources et on peut s'assurer que on peut bouger vers le front. Une des choses qu'on avait envisionné dans le CIP est qu'il y aurait plus de financement domestique disponible. Ça a eu du succès, mais je pense que il y a encore plus de travail à faire. Donc, avec ça, je passe la parole à ma collègue Laura qui va partager leur approche qui est différente des CIP. Merci beaucoup, Michel. Parfait. Oui, on prend une approche complètement différente, c'est vrai. Donc, la politique de santé place le projet avec cet aperçu de l'approche de ces programmes. On utilise normalement l'approche qu'on va voir sur la prochaine diapo. Je vais parler de la méthodologie et les réponses et après ça, je vais présenter quelques résultats. Donc, HP Plus avait avait fait une révision de FP 2020 sur les pays qui s'étaient engagés, avaient utilisé l'approche CIP. Après ça, on a fait une enquête en ligne pour les parties prenantes des pays qui avaient utilisé au moins une partie de l'approche. Et cette enquête, elle était quantitative en utilisant de différents choix ou questions à choix multiples et avec des réponses ouvertes. Et donc, les questions de l'échelle de l'écart ont recueilli des commentaires sur des aspects de PIC. Et donc, ces questions demandaient la clarification et aussi faisaient des suggestions sur la façon d'améliorer les différentes étapes du processus CIP, sur la pertinence, la cohérence, l'efficacité, la durabilité. Donc, l'information qui a été recueillie, des suggestions sur la façon d'améliorer les différentes étapes du processus CIP. Donc, pour cette évaluation et cette enquête, on a parlé de processus de CIP et jusqu'à où il répondait aux besoins du pays et là où il définissez la cohérence avec les autres priorités des CIP et aussi l'achèvement des objectifs, l'efficacité, ça veut dire les résultats de CIP de manière économique et à temps, l'impact, la génération des effets à haut niveau par CIP et la durabilité.
Ça veut dire l'approche des bénéfices de CIP et est-ce qu'ils vont continuer? Donc, l'enquête avait été envoyée à 200 parties prenantes dans 40 pays et les données ont été collectées l'année dernière. Donc, les répondants de l'enquête, on a reçu de 47 personnes de 30 pays. La moitié était de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le 17% était de l'Asie et le 33% de Sud-Afrique et l'Afrique de l'Est. Les répondants du sondage incluent les partenaires de la mise en œuvre du projet et aussi les bailleurs de fonds et les associations des jeunes. Donc, en ce qui concerne les résultats, je vais présenter surtout les résultats basés sur les questions. Comme vous pouvez voir sur cette graphe, on a demandé aux répondants de répondre aux déclarations des critères OECD les plus forts, s'ils sont complètement d'accord, ne sont pas d'accord, neutres ou en plein milieu. Sur cette graphe, j'ai mis en bleu d'accord et fortement d'accord, et puis pas d'accord, pas du tout d'accord, complètement contre en rouge et gris. Pour une comparaison facile. Comme on l'avait mentionné, on définit les éléments en tant que le processus des CIP répond aux besoins des pays. Donc, sur cette première diapo, on voit que les processus de développement de CIP ont répondu au programme de l'APF avec une moyenne de 74. Et après l'engagement des parties prenantes des CIP avec la mobilisation de ressources et le monitorat de performance en étant moins relevante ou moins importante. Prochaine diapo. Dans cette diapo, ce qui concerne la relevance et les réponses sur les commentaires sur le processus des CIP qui répond aux besoins et priorités d'autres parties prenantes de l'APF, pas nécessairement l'APF nationale ou le programme de l'APF nationale. Il y avait une moyenne de 73% avec le monitorat qui était moins important. Et l'obstacle le plus grand était la capacité de CIP de influencer les parties prenantes subnationales avec que le 60%. Je crois qu'il y a eu des changements de formatage à ma diapo. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, mais peut-être que c'est un problème de Zoom. Désolé. Prochaine diapo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces diapos. D'accord. Je ne sais pas si je devrais partager mes diapos, mais bon. On a demandé si les processus de planification, de développement, d'exécution de CP étaient-ils alignés sur les autres priorités et plans stratégiques du pays, avec les priorités du secteur de santé, inclut les priorités de la société civile et des bailleurs de fonds. Je pense que nous sommes sur la diapositive incorrecte. Voilà, ici, le secteur de santé, nous avons 80% d'accords en moyenne alignés sur les priorités du secteur de santé. Nous avons la société civile et puis nous avons aussi 80% d'accords en moyenne. Alors, nous avons des énoncés que nous avons annoncés pour mesurer les priorités et pour montrer les questions liées à l'alignement. Je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à ces diapositives, je m'en excuse. Mais il y a eu des changements vraiment signifiants. Alors, nous avons le processus de planification, de développement, d'exécution et voir nous avons donc la cohérence par rapport à certaines populations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Peut-être c'est un meilleur, le format est meilleur ici.
Puis après, nous avons l'efficacité que nous avons traité, la planification et développement. Nous développons l'efficacité comme étant le processus de planification de développement du CIP. Et alors, nous avons 3 diapositives et 3 phases pour ce processus d'efficacité par rapport à l'approche de CIP. Dans cette première esquisse, nous avons vu ceux qui ont répondu par rapport nous avons un accord moyen de 84 qui est au processus de planification de développement efficace. Puis après, il y a eu des développements, des obstacles qui ont été notés. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour la mobilisation des ressources, malheureusement, les efforts ont, voilà, l'accord moyen de 43 par rapport à la mobilisation des ressources, efficaces des ressources. Uniquement 38 ont aidé à mobiliser des ressources et uniquement 53 ont conduit l'analyse des écarts analyses et ont soutenu donc l'efficacité du processus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il paraît que nous avons perdu des commentaires sur ces diapositives. Il paraît que nous avons perdu certains commentaires essentiels liés à ces diapositives. Le dernier, nous avons donc par rapport à l'exécution de CIP, et nous avons l'efficacité, planification et développement ou de l'exécution qui est le processus et les outils d'exécution du CIP ont-ils aidé à garantir que le programme de planification familiale a été mis en œuvre et suivi efficacement. Nous avons 50 d'accords en moyenne mis en œuvre et suivis et efficaces et nous nous sommes assurés que les objectifs ont été rencontrés. Diapositive suivante. Nous avons l'efficacité. Nous avons défini l'efficacité comme étant la capacité du CIP à livrer les résultats de manière efficace, au temps opportun et efficient. Revenez 2 diapositives en arrière, puis la première diapositive sur l'efficacité. Revenez à ces diapositives. Nous avons défini l'efficacité comme étant livraison des résultats de manière économique et efficace. Pour cette première diapositive, nous avons eu des répondants qui ont dit que 72% ont dit que le processus a été livré de manière efficace. 72%, comme j'ai dit. Alors, certains ont dit que nous avons reçu des accords faibles. Ils ont dit que l'efficacité n'était pas un défi essentiel, mais il y a beaucoup d'améliorations à réaliser. Diapositive suivante, efficacité, mobilisation des retours. Nous avons aussi trouvé des répondants qui ont dit que 72% d'accords moyens, qui ont dit que la mobilisation était efficace des ressources. Et puis, nous avons vu, il y a l'analyse des écarts qui a été menée et nous avons vu des ressources qui ont reçu un accord faible. Diapositive prochaine. Malheureusement, l'exécution du CIP n'était pas jugée comme étant efficace surtout. Nous avons 50% d'accords en moyenne mis en œuvre et suivis. Les répondants ont trouvé que le processus du CIP par rapport au programme de planification familiale était implémenté dans le budget et s'assure et ont jugé que les efforts de performance étaient un défi majeur. En plus de cela, il y avait l'exécution de CIP, certains ont dit qu'il a aidé à adresser les inefficacités existantes. Diapositive suivante. L'impact a défini ceci comme étant un processus d'élaboration d'exécution de CIP. Nous avons l'amélioration des indicateurs et à aider le programme, l'impact positif sur le programme national de planification familiale. 60% de désaccords
Plusieurs répondants ont trouvé qu'il y a mobilisation des ressources. Des obstacles qui ont été constatés étaient liés à la mobilisation des ressources et nous avons vu cela se produire pendant le processus. Diapositive suivante. Finalement, nous avons la question liée à la durabilité. Nous avons défini la durabilité comme étant l'étendue, la durabilité et la continuation de l'étape ou du processus de CIP. Nous avons deux catégories. Nous avons aussi donc cette question qui est liée à la pérennité et aussi à la camaraderie. Nous avons vu nous avons vu ceci lié à l'engagement du gouvernement, à leur processus d'appropriation, à leur niveau d'appropriation et la question par laquelle cette question de durabilité est liée aux ressources externes. Diapositive suivante. Ma diapositive finale voilà, traite de la capacité de durabilité et comment la capacité participe au processus de durabilité. Nous avons 67% d'accords en moyenne de durabilité perçue, du renforcement des capacités et de la planification stratégique. Il était moins agrément par rapport à la mobilisation des ressources et de performance, suivi des performances. Diapositive suivante. Je vais passer maintenant la parole à Michel qui va discuter des leçons tirées de ce processus et aller vers l'avant à partir de son intervention. Merci Laura. Je vais prendre quelques questions clés et puis réitérer certains commentaires que nous avons déjà entendus et certaines recommandations qui ont déjà été faites. Alors, sans doute, l'appropriation du pays était perçue comme étant importante, mais la réalité est que ce n'est pas toujours le cas. Elle n'est pas toujours présente. Chacun était très consistant par rapport à cette question. Ils ont dit qu'on devait avoir l'appropriation à chaque étape du chemin. Il y avait l'hypothèse que ceci allait participer à la socialisation, la durabilité et plusieurs demandaient des questions par rapport à le renforcement de capacité dans ce processus. Encore une fois, il n'y a pas de questions de questions par rapport ou de doutes par rapport à l'importance de l'appropriation. Diapositive suivante. L'inclusivité. Est-ce que cela veut dire l'engagement et est-ce qu'on a besoin de l'appropriation du gouvernement? On a besoin de l'engagement, de l'appropriation de tous les partenaires à travers cette panoplie de parties prenantes. Nous avions plusieurs réponses par rapport à cette question et on avait traité par rapport à l'engagement des leaders religieux, les femmes, les catégories féminines, des personnes handicapées, la catégorie. Et puis, nous avons essayé d'avoir une représentation géographique des communautés assez larges. Et nous avons aussi la participation du secteur privé, etc. Donc, on avait vraiment besoin que les parties prenantes représentent la population de chaque pays. Une chose importante que nous avons entendue plusieurs fois est qu'il était important d'avoir les bonnes personnes dans le bon endroit et que les processus étaient quelquefois retardés parce que la décision n'était pas prise et que des fois le processus prenait trop de temps. C'est une des choses importantes à garder en mémoire, c'est que l'inclusivité est importante. Il faudrait regarder la participation des parties prenantes le plus vite possible et d'avoir donc les voix, les bonnes voix dans la salle et de contrôler, de dominer la situation. Il faudrait aussi, il ne s'agit pas uniquement de cela, mais il faut respecter que les gens vont arriver avec leur propre agenda, ordre du jour, mais il faudrait le massager, puis regarder la chose. Et des fois, quand il y a trop d'inclusivité, trop de participation, peut mener à la stagnation et peut vraiment conduire à des choses pas vraiment agréables. Alors, l'alignement. Alors, pourquoi l'alignement fait partie, l'appropriation du pays, l'alignement, il y a des fois donc
les répondantes estimaient que l'accent était souvent mis davantage sur les priorités d'honneur, les bailleurs de fonds et que les priorités des pays, les intérêts du gouvernement. Donc, il a été suggéré que les parties prenantes nationales envisagent de travailler au sein de structures alignées, de s'aligner auprès des réalités pour qu'on et des fois, le gouvernement doit travailler pendant de longs mois, de regarder les structures de coordination des parties prenantes existantes, des stratégies politiques nationales, infranationales, et qu'il faudrait rester aligné avec les stratégies nationales et sous-nationales, parce que des fois, les structures travaillent sur le plan national et puis sur le plan sous-national, il y a lieu de rencontrer des pays, de pouvoir travailler en conséquence. Il est absolument nécessaire qu'on soit sûr que cet alignement a lieu et que selon les budgets pour avancer, La diapositive suivante, s'il vous plaît. Les ressources, encore une fois, il y avait un défi majeur. Il faudrait qu'on pense de la mobilisation des ressources, la cartographie des ressources pour la mise en œuvre du début jusqu'à la fin. Il faudrait penser à la mobilisation des ressources premièrement pour voir comment on va réaliser le CIP et aussi comment évidemment penser à ces ressources pour implémenter et exécuter le plan une fois qu'il est en place. Il est absolument nécessaire qu'on puisse considérer les écarts au niveau des ressources, surtout pendant cette période, et itérer la stratégie technique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Plusieurs pays qui sont représentés ici, leur processus de développement du CIP était vraiment impacté par le manque de ressources. Donc, ceci a impacté l'exécution et plusieurs étapes suivantes. C'est un effort colossal et il faudrait, mais c'est une étape qui en vaut la peine vers la fin. Maintenant, je vais donner la parole à Laura pour qu'elle discute des leçons tirées suivantes. Merci, Michel. Merci encore une fois. Michel a discuté de la priorisation dans son processus de développement de CIP, dans ses diapositives. Donc, la priorisation est un grand défi. Demeure une étape importante par rapport à ce processus. Comme Michel l'a mentionné tout à l'heure, si tout est considéré comme une priorité, en fin de compte, rien n'est prioritaire. Dania du Nigeria, alors Gadania a dit que la priorisation est difficile. Cela devient souvent assez déroutant et confus. Vous souhaitez choisir des approches qui vous permettent d'augmenter le nombre d'utilisateurs, mais vous souhaitez également résoudre des problèmes d'équité. C'est délicat. Idéalement, nous devons trouver un équilibre entre la nécessité d'être rentable et de répondre aux besoins non satisfaits, d'établir une programmation équitable, qu'il s'agisse ou non d'une utilisation efficace des ressources. Je pense qu'on a besoin de prioriser des choses. Pour moi, j'aimerais beaucoup qu'on aborde la rentabilité aux côtés de l'équité. Nous devons obtenir plus de ressources et nous devons également être équitables. Il faut assurer l'équité à travers l'intervention parce que ceci n'est pas efficace du point de vue coût et étant donné des ressources limitées. Il est important que les parties prenantes aient une compréhension totale de la manière avec laquelle ils vont prioriser, travailler ensemble pour établir et définir les critères pour la priorisation, y compris des choses concernant l'équité. Ceci impacte la couverture et puis l'efficacité au niveau du coût. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il faut s'assurer qu'il y a un engagement par rapport à avoir un mécanisme de communication efficace, abordable, qui conviendrait également aux acteurs, aux parties prenantes. Il faut les répondants des activités ont fait des recommandations par rapport à la dissémination de CIP. Alors, répondant de l'enquête au Cameroun a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme de communication efficace et abordable qui conviendrait également aux acteurs de terrain. D'autres ont suggéré des outils à une audience spécifique qui résumerait des questions clés par rapport à cela. Diapositive suivante. Donc, le dernier point saillant est la suivi de la performance.
Seuls 50% des pays ont déclaré effectuer un suivi des performances du CIP et il y avait des défis concernant son efficacité, son efficience et sa durabilité. Dans les deux études, les répondants ont souligné l'importance d'examens réguliers du CIP et d'autres activités de monitorat. Certains répondants ont déclaré avoir créé des plans opérationnels à court terme, tandis que d'autres ont créé des tableaux de bord à code couleur pour suivre les progrès. D'autres ont utilisé le Motion Tracker pour appuyer la société civile et favoriser la responsabilité et assurer l'investissement sécuritaire et la mise en œuvre. Donc, ceci conclut notre présentation. Merci à l'AFP 2030 pour ça. Maintenant, on va prendre un temps pour avoir des groupes de travail séparés pour parler de ces points saillants, les trois dont on a parlé. On va entendre de la part des parties prenantes du Niger, Madagascar et le Pakistan. Je vais passer la parole à Rachel qui va vous donner plus de direction en ce qui concerne cela. Merci Laura et désolée pour les problèmes avec les diapos. On va absolument s'assurer que les diapos corrects vont être partagés pour que tout le monde puisse voir les résultats de l'étude que vous avez effectuée. Merci beaucoup. Donc, merci à Michel et à Laura. Merci beaucoup. Les points saillants que vous avez ressortis ont vraiment eu un écho avec nous, non seulement pour les CIP, mais aussi pour les politiques de santé et le travail en général. Et je sais que on peut parler beaucoup sur chacun de ces sujets dans ce webinaire parce que c'est une discussion assez riche, mais on voulait permettre à tout le monde d'avoir des petits groupes de travail pour pouvoir en parler plus en profondeur. Et chacun de ces pays ont travaillé sur ces points dans leur processus de CIP et quelles leçons ils ont appris a priori. Donc, ces groupes de travail sont sur la partie gauche de la diapo et donc, ça sera une session questions-réponses de chaque pays. Et le premier groupe va parler du monitorat de la performance et va avoir Dr Ouna de Madagascar. Si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe, restez ici dans cette salle principale et ce groupe aura l'interprétation simultanée du français à l'anglais. Le deuxième groupe va se concentrer sur la mobilisation des ressources et il y aura Dr Hassan Sanda du Niger. Celui-là sera en français. Finalement, le troisième groupe va se concentrer sur l'indépendance des pays et l'indépendance du pays et elle sera modérée par Dr Talib Lashari du Pakistan et sera en anglais. Donc, il y a des informations sur comment sélectionner les autres groupes à droite. Vous devriez les choisir basés sur votre préférence de langue et les sujets qui vous intéressent le plus, étant donné votre intérêt de CIP. Après cela, on passera vivement à ces groupes. Si vous avez des difficultés à choisir un groupe, vous pouvez mettre vos questions sur la boîte à conversation et nous essaierons de vous aider, mais vous devriez voir un petit cadre, une petite fenêtre qui vous permet de voir la liste des groupes et sélectionner le groupe qui vous intéresse le plus. Donc, nous vous donnerons quelques minutes pour vous joindre au groupe et on commencera dès que ça sera fait, pardon. Du suivi des performances des plans d'action nationaux budgétisés. Si ceci n'est pas la thématique que vous voulez, il faut alors envoyer un message dans le chat et mettre le groupe auquel vous voulez joindre et nos facilitateurs vont vous aider. Mais sinon, je vous souhaite bienvenue dans ce groupe. Je m'appelle Trinity Zan, je suis une conseillère technique au niveau de FHI 360 et je fais partie du groupe technique qui travaille sur les PANB.
Et j'ai le grand plaisir d'introduire un collègue très actif dans cet espace. C'est le Dr Volona de Madagascar. Elle est chef de service de la maternité sans risque et de la planification familiale au niveau du ministère de la Santé, Madagascar. Elle va être avec nous pour partager ses expériences dans le suivi des performances des PANB. Donc, je vais lui poser quelques questions et après, on va ouvrir la discussion à vous tous pour aussi partager vos expériences. Donc, d'abord, je vais inviter Dr Volona de dire bonjour et puis je vais poser la première question. Dr Volona? Est-ce que vous êtes là? Merci Trinity et bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honorée de représenter. Dr Volona, on ne vous entend pas très bien. C'est comme vous êtes loin du micro. Est-ce que vous pouvez approcher un peu plus? Ah, ok, ça c'est mieux. Oui, bonjour Trinity. Bonjour tout le monde. Oui, ça c'est Vous mieux. m'entendez maintenant? Yes, ça va et vient. Vous m'entendez? Oui, je pense que ça va marcher. D'accord. Donc, c'est... Ou non. Non, c'est pas bon. Dr Volona, vous avez un micro? Ou vous êtes à côté de votre machine? C'est comme... Allô? Yes. Allô? OK, ça va. Yes, ça va mieux. D'accord. OK, bon, on va voir comment ça marche. Je vais poser la première question, Dr Volona, et peut-être parler le plus proche que possible vers votre micro. Donc, la première question, c'est en bref, pourriez-vous nous décrire comment vous suivez la mise en œuvre de PANB au Madagascar? Quelles sont vos approches et vos outils? Oui, merci Trinity pour cette question. Oh, Dr Volona, vraiment, c'est... Vous m'entendez? On attend presque Non? chaque troisième ou quatrième mot. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, je vais chercher un micro alors. OK, merci. Sinon, je peux vous inviter tous les participants dans le groupe de mettre votre nom et organisation et peut-être pays dans le chat. Comme ça, on aura une idée de qui est avec nous. Et même si vous voulez... Yes, Dr. Volona? Oui. Je vais commencer à répondre à votre appel. Ah, OK, d'accord. Je pense que ça va mieux maintenant. Allez-y. Non, ça vaut pas mieux. Allô? Oui. Vous avez trouvé un micro? Allô? Yes. On s'excuse pour les difficultés technologiques. Allô? Ça va maintenant? Allô, ça va maintenant? Yes, ça va mieux. Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup plus mieux. D'accord. Donc, pour permettre au gouvernement de prioriser les interventions, mobiliser les parties prenantes et estimer le coût et mettre à disposition des ressources visant à combler les lacunes, le ministère de la Santé et ses partenaires ont développé un plan d'action nationale budgétisé en planification familiale pour 2016 à 2020. Il s'agit d'une feuille de route concrète et spécifique du programme national de planification familiale qui détermine les activités prioritaires permettant l'atteinte des objectifs. Ce plan présente les coûts associés et ses activités et les ressources nécessaires que le pays doit rechercher pour atteindre les objectifs du Family Planning 2020. Ce plan consiste aussi en un plan de mise en œuvre et de suivi du programme et aussi un outil de plaidoyer de mobilisation des ressources à Madagascar. Donc, à partir du septembre 2017, on a fait le suivi
de l'exécution du plan national d'action nationale budgétisé par le comité à travers des revues semestrielles. Ce comité est constitué de 3 ministères impliqués dans la planification familiale, tels que le ministère de la Santé, le ministère de la Population et le ministère de la Jeunesse et du Sport. Et constitué aussi des différents partenaires techniques et financiers tels que le NFPA, l'OMS, l'USAID et aussi les différents organismes de mise en œuvre à Madagascar. C'est comme ça qu'on fait le suivi du plan national, plan d'action nationale budgétisé à Madagascar. Et dans le tableau de bord du plan du PANP, il existe déjà les cibles à atteindre dans le tableau de bord et on met à jour toutes les données et les différents indicateurs à chaque suivi semestriel. Et en avril 2021, on a réalisé la revue finale de ce plan. Et lors de la revue finale, la revue finale a été faite en 6 étapes. La première étape, c'est la collecte des données à travers des questionnaires sur VMOK et la revue documentaire. Et puis, on a fait l'analyse des données sur le tableau de bord dans le plan d'action national budgétisé, analyse des réponses sur VMOK et analyse des gaps financiers et la revue documentaire. Et en troisième étape, on a fait la première interprétation des résultats et croisement des informations. Et en quatrième étape, on a tenu l'atelier de restitution avec le comité national de planification familiale avec des échanges sur les résultats et un recueil des suggestions d'amélioration. Et puis, on a fait l'élaboration du rapport provisoire et intégration des commentaires de l'atelier. Et la dernière étape, qui est le 6e, c'est l'atelier de validation suivi de l'élaboration du rapport final. Dans l'ensemble, les efforts affectés à la mobilisation des ressources pour le programme PEF n'ont pas été vains, car la couverture était de 89%, même si en grande partie, elle revient à la constitution des contributions des partenaires techniques et financiers. Donc, selon l'analyse des GAP de 2020, le coût total de la mise en œuvre du PANP est de 174,1 millions de dollars, alors que le financement global reçu est de 154,4 millions de dollars. Donc, après l'analyse finale, on a pu résumer que pour les ressources gouvernementales, les résultats ne sont pas atteints. On a observé une insuffisance de mobilisation des ressources propres étatiques qui devrait permettre une progression vers la pérennisation des produits. Les promesses budgétaires existent dans l'engagement Family Planning 2020, mais la traduction en financement est faible ou diminue. Donc, l'État fait peu d'efforts dans ce sens. Pourtant, entre 2016 et 2018, le fonds étatique était passé de 100 millions d'ariars à 200 millions d'ariars. Et en 2019, il est retombé à 160 millions d'ariars pour finalement disparaître en 2020. Ces sommes représentent autour de 0,43% du budget de la santé en général. Donc, ce manque de volonté de l'État dans le financement du programme a été soulevé par toutes les entités enquêtées. Et
les partenaires comme le NFPA, l'USAID ont mobilisé beaucoup de financement en surplus pour la PF en 2020. C'est comme ça qu'on fait pour le suivi. Merci beaucoup, Dr. Volona, pour cette expérience très, très riche. Peut-être que les autres comme moi se disent que c'est beaucoup d'informations. Donc, j'aimerais peut-être revisiter activité par activité, si on veut, point par point, parce que vous avez cité plusieurs points très, très importants. Donc, d'abord, vous avez dit, vous faites, depuis presque le début du PANB, vous faisiez des revues semestrielles avec des participants divers. Et vous avez aussi mentionné le tableau de bord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui est inclus dans le tableau de bord? Comment est-ce que vous le remplissez? Est-ce que les partenaires rapportent dans le tableau de bord ou quoi? Et qu'est-ce que vous discutiez chaque revue semestrielle? Comment ça s'est organisé? Merci, Trinity. Donc, déjà, dans le PANB, il existe 6 axes déjà définis. Le premier axe stratégique, c'est la politique et environnement habilitant. Le deuxième, la création de la demande. Et le troisième, le renforcement de l'offre de services et accès aux services. Le quatrième, la sécurisation des produits. Le financement. Et le dernier, c'est la supervision, les coordinations et les suivis et l'évaluation. Donc, pour chaque axe stratégique, il existe des activités prioritaires. Et pour chaque activité prioritaire, il existe des cibles. Les cibles peuvent être mensuelles, annuelles ou cibles pour les 5 années. Donc, pour chaque cible, il existe déjà des objectifs à atteindre. Et on fait la mise à jour des données trimestriellement. Et ce sont les différentes entités qui sont venues avec leurs données selon chaque source. Je prends l'exemple. Si on prend l'exemple de offre de services et accès aux services, il y a dans cet axe comme cible, par exemple, 300 agents de santé à former pour une telle année, pour l'année 2016, par exemple. Donc, on met à jour le nombre d'agents de santé formés en planification familiale intégrée par le ministère de la Santé, par le Maristops à Madagascar, par le PSI Siliana. Donc, lors de l'atelier, on a fait la compilation des données pour chaque cible dans les plans, dans le tableau de bord PANB. Si jamais les données ne sont pas disponibles au cours de l'atelier, on envoie une feuille Excel pour que tout le monde puisse remplir leur réalisation dans le tableau de bord. Et chaque entité aussi a son compte sur le login pour accès en ligne au suivi de PANB. Donc, chaque entité a accès au remplissage du tableau de bord en ligne. Merci, Dr. Volona. C'est très intéressant et je pense que ça donne peut-être un peu plus d'informations à nos participants sur le processus, le comment. J'ai mis dans le chat pour tout le monde, il y a dans le site web, la boîte à outils pour les PANB, étape 9 et par rapport au suivi des performances. Et il y a parmi plusieurs outils un exemple d'un tableau de bord
que vous pouvez tous télécharger, adapter à vos programmes. Donc déjà, Dr. Volona nous a donné un exemple d'un outil qu'ils utilisent au niveau de Madagascar. Je voulais maintenant revisiter le point. Je pense que j'ai bien entendu que vous avez fait une sorte de revue à mi-parcours. C'est bien ça? Oui. Oui. Et aussi, vous avez fait un review final. Donc, encore Oui. pour nos participants, juste à noter que parmi les outils dans la boîte à outils, il y a des guides. Il y a un guide pour le suivi des performances et un guide qui est plus détaillé sur les différentes sortes de reviews que vous pourriez faire, y compris à mi-parcours et revue finale. Le dernier, c'est un nouveau outil qui sera dans le site web très bientôt. Donc, Dr. Volona, est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu plus du revue au mi-parcours et comment ça vous a aidé de reviser ou de réfléchir le plan PF, le PANB. Je pense que vous avez dit ça vous a permis d'adapter un peu plus le plan en mi-parcours. Oui, d'accord. Donc, lors des revues à mi-parcours, quand on constate qu'il y a une défaillance sur la mise en œuvre d'une activité, on va prendre des décisions dans la planification des activités en rapport à cette activité prioritaire qui est en défaillance. Je prends l'exemple par exemple, la dissémination de la loi PF, de la nouvelle loi PF que Madagascar a adoptée en 2018. Donc, pour la dissémination de cette loi, on a constaté lors du suivi de PANB la défaillance des activités en rapport à ça. Donc, on a planifié des activités de formation des journalistes au niveau décentralisé, des journalistes radio et télé au niveau décentralisé. Et on a fait aussi des formations des formateurs, des formations des agents au niveau des ministères, des autres ministères que le ministère de la Santé, des agents du ministère de la Jeunesse et du Sport et ministère de la Population, et au niveau national et puis au niveau régional et district pour ces deux ministères. Donc, si on constate des défaillances, on va considérer ça lors de la planification ultérieure. C'est un exemple. Merci, Dr. Volona. Peut-être je peux vous poser une question plus globale et j'invite aussi nos participants à aussi y répondre dans le chat. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lors du suivi de PANB? Mais d'abord à vous, Dr. Volona. Allô? Allô? Oh. Est-ce que vous m'entendez? Non. Allô? Dr. Volona? Oh. Est-ce que les autres peuvent m'entendre? Vous m'entendez? Oui. OK. Oui, très bien. Yes, I can hear you. Oui, Okay. nous pouvons vous entendre. Oui. Dr. Volona, je pense
que la connexion est coupée, malheureusement. On verra si elle peut nous rejoindre. Sinon, peut-être je peux vous demander, vous tous, chers participants, est-ce que vous voulez partager des défis que vous avez rencontrés dans le suivi du performance des PANB? Et je pense que vous pouvez répondre en anglais ou en français, si je ne me trompe pas, parce que nous avons les interprètes avec nous. Allô, Trinité? Ah, Trinité? Dr. Volona, yes! Oui, je suis désolée, j'avais une coupure de connexion. Non, Je suis désolée. pas de problème. D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu mon dernière question. Non, par rapport à OK. quoi, s'il vous plaît? Yes. La question, c'est quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lors du suivi de performance du PANB? Le plus grand défi. Yeah. Donc, je vais donner c'est d'avoir les différentes données de toutes les parties. Dr. Vous m'avez Volona, entendu? oui, on ne vous entend pas très bien. C'est comme au début. Je ne sais pas. Allô? OK, yes. Allô? Yes, ça va mieux. Ça va maintenant? D'accord. Donc, le premier défi, c'est d'avoir les différentes Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, Dr. Volona. Allô? Allô? Oui, c'est comme au début, quand Ça va pour maintenant? quelques mots, on vous entend et puis c'est comme vous êtes très loin. Donc, le plus grand défi, c'est d'avoir les différentes. Désolée, Dr. Volona, mais on vous entend. On ne vous entend Nirino? pas. Je ne sais pas ce que Ah, vous une avez... connexion di TNT micro-T. Allô? Yes. Ça va maintenant? Bon, pas Allô? beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Donc, Peut-être, Dr. Volona, si vous pouvez te mettre sur mute et puis voir ce que vous pouvez faire. Je vais inviter les autres participants à répondre. Si quelqu'un veut partager avec nous des défis qu'ils ont rencontrés lors du suivi de PANB, ou bien s'il y a quelqu'un qui veut aussi partager leurs approches. Vous m'entendez maintenant? Yes. Continuez à parler, on verra. Donc, le premier défi, c'est Non, c'est pas toujours clair. C'est toujours un peu loin. Dr. Volona, je vous demande peut-être de te mettre sur mute et voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Est-ce qu'il y a une participant qui aimerait partager quelque chose par rapport au suivi de performance? Et vraiment désolé pour les difficultés technologiques. Je vous invite d'allumer votre micro et partager avec nous. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà participé à une review, que ce soit un mi-parcours ou review finale? Personne? Je pourrais essayer de revenir, s'il vous plaît. Vous m'entendez? OK, yes, ça va mieux, Dr. Volona. D'accord. Donc, le premier défi que je voudrais partager, c'est par rapport à la disponibilité des données aux différentes parties prenantes. Donc, il existe des données que l'on a constatées par exemple,
pour le nombre de décideurs qui parlent uniquement ou qui parlent uniquement de la MAPF. C'est un indicateur qu'on a choisi de suivre. Mais notre il n'y a pas de Dr. Volona. pour cette, non? Oh, non, vraiment désolée. C'est difficile de vous entendre. I'm so sorry. Peut-être Je suis vraiment désolée. Donc, actuellement, je vous invite, comme je disais tout à l'heure, participants, de allumer votre micro si vous voulez partager quelque chose par rapport soit à un défi, soit à une approche réussite dans le suivi de performance des PANB. Ceci est une forum pour échange et discussion. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait partager, sinon on n'a qu'une minute et puis on va reprendre en plénière. No one? Bon, on s'excuse pour ces difficultés, mais j'espère que au moins au début, on a entendu plusieurs stratégies réussites mises en place par Dr. Volona et les parties prenantes au niveau de Madagascar. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées, un petit peu d'inspiration et que vous allez visiter la boîte à outils pour aussi s'inspirer et utiliser plusieurs des outils qui sont disponibles. Merci beaucoup tout le monde et on va reprendre en plénière. Merci. Hi, everyone. This is Rachel. I know folks are coming back Salut à from tous, c'est Rachel. Je sais que vous êtes en train de revenir de vos groupes de travail. J'espère que vos discussions étaient riches. Je sais qu'on a eu des difficultés technologiques. Je suis vraiment désolée pour cela. Je sais que j'étais dans le leadership, la session de leadership des pays. La session était très bonne et partagée par Dr. Lachary. Donc, merci à tous, en particulier à nos discuteurs, Dr. Lachary et Dr. Volona, du niveau du pays, d'avoir partagé vos expériences. Si vous pouvez partir sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, maintenant, on va avoir notre dernière session. Merci beaucoup d'être resté avec nous. On va passer les prochaines 15 minutes dans une plongée profonde de l'introduction du kit de ressources CIP et on va voir quelles sont les ressources disponibles au fur et à mesure que les pays utilisent les CIP. Merci. Prochaine diapo. Donc, on en a déjà parlé, mais pour revenir à qu'est-ce que le kit de ressources CIP même. Donc, le kit propose des outils pour planifier. En fait, il y en a 19 documents d'orientation et outils qui utilisent
Ces outils et ressources ont été développés pour le CIP, les ressources CIP exclusivement pour la mise en œuvre des CIP les derniers 10 ans. Et ça contient aussi une librairie de ressources additionnelles qui pourraient être utilisées à travers le processus. Donc, toutes ces ressources, toute l'information sur les CIP peuvent être accédées à travers la fp2030.org /CIP. Donc, j'encourage tout le monde à visiter ce site web après ce webinaire et de s'approfondir avec les ressources et jeter un coup d'œil et voir ce qui est ce qui est utile pour vous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y en a d'entre vous qui peut-être que vous connaissez déjà le kit de ressources CIP déjà, et il a existé pendant des années maintenant et ça a évolué aussi à travers les années. Donc, après le sommet de 2012 à Londres, les CIP ont commencé à être développés par les pays pour vraiment appuyer le côté opérationnel de FP20 et les engagements. Et le kit de ressources était initialement développé pour documenter le processus de CIP. Donc, quels sont les points importants pour faire cela, pour développer le CIP, à quoi ressemble le CIP à travers tout le contexte de pays et besoins, et aussi pour vraiment mettre à disponibilité les meilleures pratiques, la continuité de CIP à travers toutes ces années et les contextes des pays. Donc, c'était vraiment ça, le but original du CIP, et c'est toujours le même but après tant d'années. Et depuis son inception, le kit de ressources CIP a été révisé maintes fois en tant que nouvelles ressources sont ajoutées, les ressources existantes sont révisées, d'autres ressources qui ne sont pas spécifiques au CIP sont ajoutées au kit de ressources, et donc c'est devenu vraiment un organe riche d'outils. Et comme j'ai mentionné au début de ce webinaire, ce processus de révision le plus récent a pris place l'année dernière, plus ou moins, et a été mené par le groupe de travail technique de CIP. Ce processus de révision fait partie d'un ordre du jour d'apprentissage continu et est concentré sur des zones clés. Le premier est la clarification de qu'est le kit de ressources, quelles ressources font partie de ce kit et pourquoi on les utilise. Donc, en tant que la croissance du kit de ressources, parfois ce n'est pas vraiment clair de savoir quels sont ces kits de ressources. Qu'est-ce qui est important pour un besoin en particulier, pour une demande de la part d'un pays. Et aussi, quelques ressources ne sont plus disponibles après des années ou bien ils ne sont plus assez importants. Donc, ce que nous avons fait est de souligner de manière claire quel est le kit de ressources CIP pour pouvoir identifier de manière plus claire les outils les plus importants pour les pas spécifiques de ce processus. Et je vais en parler sur la prochaine diapo. On a aussi mis de côté un groupe de ressources qu'on appelle cross-cutting. Et donc, ils ont à voir avec les 10 étapes, mais bien sûr, il y a un besoin de capturer ces ressources qui sont importantes et utiles à travers toutes les étapes. Donc, on les a mis ici dans cette section qui est nouvelle. Et aussi, on a fait des révisions existantes pour les ressources existantes pour vraiment se concentrer sur la nature de ce processus. Comme vous savez, il y a ces 10 pas. C'est un processus assez linéaire, mais en pratique, le développement et la mise en œuvre d'un CIP est plus itératif. Vous pouvez revisiter une stratégie technique ou les revisiter ou s'assurer que c'est en ligne et à la portée dont vous avez besoin. Donc, on a essayé d'ajouter quelques langages sur l'itération et aussi renforcer les guides ou les lignes directives et la priorisation stratégique. Je sais que Michel et Laura ont parlé durant leur présentation en tant que quelque chose qui peut représenter un défi.
Et donc, cela pourrait en fait nous aider à identifier quels sont ces points stratégiques dont on a besoin. Nous savons aussi que le processus même peut parfois prendre du temps et être lourd. Et donc, au fur et à mesure que les pays produisent un CIP, un deuxième ou un troisième, il y a un processus plus détaillé pour les pays pour qu'ils puissent ajouter à leur CIP ancien au fur et à mesure qu'ils développent leur nouvelle stratégie, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité. Et finalement, le HP Plus a développé de nouvelles ressources pour les lacunes existantes. Je vais en parler tout à l'heure. Je veux aussi mettre le point que dans cette phase, ce renouvellement ou rafraîchissement de ce processus, c'est quelque chose qu'on vient de commencer. On reconnaît très bien qu'il y a des domaines là où les ressources, le kit pourrait être renforcé ou ajusté pour mieux répondre aux besoins des pays. Et le retour et les processus que Laura et Michel ont partagés, aussi les preuves de la part des expériences et les webinaires comme celui-là, on va continuer à alimenter les révisions futures du kit de ressources CIP au fur et à mesure que ce travail évolue. Donc, c'est une étape dans un processus continu d'apprentissage autour des CIP. Donc, si vous pouvez passer à la prochaine diapo. In mind, I wanted to share the outline of the resource kit. I know it's a lot of information on the slide, and if you visit the landing page, you will see all of this and the outline of the resource kit itself. But to walk through this resource kit quickly, on the left, we have our 10 steps, and I should note that these are remaining largely the same, though there is some revision to the wording of the steps. The middle and right column show the resources in the kit. So you'll see we have the 19 CIP resource kit branded tools, the tools that have been developed specifically for CIPs. Now, some of these align specifically with steps. So for instance, in step 1, you can access deciding to develop a CIP, which is a resource to support that decision-making process. You also have cross-cutting resources, which I have already mentioned, which can be used and are relevant across the entire process. The resources that are in the green text are the ones that are new. And then the resources that are in the bold blue text are the ones that have been revised during this process. And then finally, you see that we created something that we're calling the additional resource library, which is on the far right of the slide. This is a list of resources that, while they were not specifically developed for CIPs and have the CIP resource kit branding, have been proven to be helpful and relevant across the CIP process. So for instance, tools that can support forecasting and target setting, or tools that can support advocacy that can be used for CIPs, or resources to help identify high impact interventions to inform the technical strategy. So this is the overall view of the resource kit. And then if you want to go to the next slide, I will take us through sort of each of these sections and highlight a few resources that I think may be interesting for you. And as I'm going through this, please feel free in the chat to mention or drop resources that you have used in the past that are particularly relevant, or ones that you are interested in learning more about. We would love to hear from you of how you are interacting with the resource kit, or how you would like to interact with the resource kit in the future. So please use the chat function for that. So looking at the cross-cutting resources, I want to highlight that first resource, which is the 10-step process for CIPs. This is a key reference document for the entire resource kit. So if you are wondering where to start, this is your key starting point for the resource kit. It will walk you through all of the 10 steps and activities under each of the steps. We'll highlight what resources are relevant for what stage, what to use when. This really is the, I would say, the core of the resource kit. And from there, you can branch off to other resources.
The other cross-cutting resources support stakeholder engagement throughout the CIP process, which we've learned and heard in breakout groups and in plenary, is really an essential piece of the puzzle. There's also a resource that outlines the roles and responsibilities of all relevant parties, from the government to consultants, implementing partners, et cetera, throughout the process. And then finally, we have the Right Sizing Family Planning Toolkit, which is a mini toolkit in itself and is really a key reference document to grounding CIPs in rights-based family planning. If you want to go to the next slide. For the resources in phase 1, which is the planning phase, there is one new resource I want to Nous avons des ressources nouvelles que je voulais porter à votre attention pour soutenir et pour prendre une décision pour développer un CIP. Cette ressource accompagne les parties prenantes à travers les scénarios pour essayer, pour dire qu'ils ont les ressources nécessaires pour faire cela et pour aller, et s'ils sont alignés avec les stratégies, les processus essentiels pour établir le scénario pour cette phase, dispose de ressources pour présenter un cas et pour communiquer les rôles et les valeurs à travers dans le secteur de santé, dans d'autres secteurs. Et c'est un travail illustratif pour le développement, pour le processus de développement. Vous voulez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, pour la deuxième phase, ceci concerne le développement de la stratégie. C'est un document que nous connaissons comme et les ressources clés dans cette phase consistent à développer une stratégie de développement. Ce sont des conseils pour l'évaluation d'une stratégie technique. C'est un outil de la conduite de l'analyse situationnelle, identifier et mettre en place l'objectif, identifier des espaces d'intervention et puis établir des priorités dont nous avons discuté pendant ce webinaire et développement du cadre du plan de mise en exécution. C'est vraiment l'étape essentielle du CIP. Ces ressources sont considérées comme étant les plus larges ressources du toolkit, comprend des outils et des exemples qui sont très utiles pendant le processus. Donc, si vous vous posez la question, si vous avez besoin d'un outil qui va conduire à une analyse du problème au sein de l'EIC, alors allez vers l'orientation de l'étape stratégique parce qu'il dispose de ces outils et de ces ressources dont vous avez besoin. Pour complémenter il y a aussi c'est un outil qui est utilisé en alignement avec l'outil stratégique. C'est un outil qui vous permet de faire l'analyse des écarts. Et en pratique, ce que je vais vous dire, c'est que Michel et Laura en ont parlé. La stratégie technique et le coût prennent place généralement d'une manière itérante et en parallèle. Surtout après le coût, vous pouvez par exemple retourner vers la stratégie technique pour s'assurer que le CIP est aligné avec les ressources existantes. Passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Finalement, dans la phase numéro 3, nous avons des ressources qui portent leur attention par rapport à l'exécution de CIP, y compris l'exécution, la vérification de l'évaluation pour pays, la surveillance des performances, le tableau de bord et performances et guide de l'utilisateur. Donc, en pratique, nous savons que ceci peut être la partie la plus difficile du CIP pour s'assurer que ce document stratégie qui a été créé avec beaucoup de temps et de ressources et, en fin de compte, mis en pratique, exécuté et évalué. Nous avons 3 ressources essentielles dans cette étape et sur lesquelles je veux mettre l'accent. Premièrement, nous avons donc 4 fonctions d'exécution. Cette phase peut être utilisée par des parties prenantes pour s'assurer que l'exécution du CIP reflète les meilleures pratiques et que le docteur Bachari a déjà partagé
dans l'étape liée à l'appropriation par pays. Il y a aussi de nouvelles ressources pour donner de l'orientation, et surtout dans le cadre de révision du CIP, comment faire ceci. Incorpore une méthodologie, des interviews, etc. Et comment les utiliser pour informer sur l'avenir du CIP. Alors, recommencer depuis le début, il faut commencer à ce qu'on a fait dans le passé et comment on pourrait informer l'étape prochaine du CIP. Et finalement, il y a une nouvelle ressource qui partage des exemples et des leçons tirées de pays sur comment mobiliser les ressources de l'implémentation du CIP du secteur privé au secteur public, au secteur privé, à travers des canaux innovants. Je sais que le docteur Samba au Niger a partagé certaines leçons du Niger sur comment mobiliser les ressources du CIP. Et ce type d'histoire et de meilleures pratiques. Et ceci est collecté dans les nouvelles approches de mobilisation de ressources du processus. Maintenant que nous sommes arrivés presque à la fin, j'aimerais vous exprimer mes remerciements à tous les participants pour avoir consacré leur temps précieux pour se joindre à cette conférence en ligne. Je pense que nous avons 7 minutes supplémentaires pour un débat, pour des questions-réponses. Cette photo prise, c'est sur la page d'atterrissage concernant le kit de ressources du CIP. Donc, allez vers le site web, parcourez le site web et puis allez vers les outils. Nous allons utiliser la boîte à conversation pour entamer cette phase questions-réponses. Donc, acheminez vers la boîte à conversation tout commentaire, toute question que vous pouvez avoir sur le CIP ou d'autres choses que nous avons discutées aujourd'hui, y compris les ressources, le kit de ressources, le CIP en général, les leçons tirées, des questions pertinentes à travers le processus. Et peut-être que je vais répondre à vos questions ou bien rediriger vos questions au groupe technique qui s'est joint à cet appel avec nous. Je suis en train de regarder la boîte à conversation et voyons si nous avons des interventions. Merci Laura pour avoir partagé. Alors le lien au kit de ressources. Alors pendant que les participants acheminent des questions, je vois qu'il y a une question pour le groupe. C'est une bonne question. Je vais la poser et je vais voir s'il y a des gens qui veulent lever leur main pour y répondre. Y a-t-il alors est-ce qu'il y a des questions par rapport est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des outils que vous avez trouvés comme étant pertinents? Est-ce qu'il y a des outils qui ont créé une sorte de confusion dans le toolkit? Je vois que Zainab a dit c'est nécessaire pour le CIP d'être en mesure de s'adapter des changements au cours de la révision à mi-terme. Trinity ou autre par rapport à la suivi de performance? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux changements qui peuvent être identifiés pendant le suivi de performance ou la révision à mi-terme? J'essaie de voir si le Dr Volona est en ligne parce que nous avons discuté de cela avec notre groupe et elle a offert un exemple concret. Dr Violone? Où vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous maintenant. Yes. Il y avait cette question d'une des participants par rapport à comment de réviser ou d'adapter la mise en œuvre de PANB selon les résultats d'une revue à mi-parcours. Donc, vous avez nous offert un exemple dans notre petit groupe. Est-ce que vous pouvez peut-être offrir cet exemple maintenant à tout le monde? Donc, au cours de la revue à mi-parcours. Oh shoot. Okay, these were the problems we were having before. Allô? Désolée.
Oui, désolé, Dr. Volona, c'est toujours la même difficulté technologique. Donc, peut-être vous pouvez taper la réponse dans le chat parce qu'on ne vous entend pas très bien. Merci. Thank you. So, Dr. Volona will share some thoughts. Le docteur Volona va partager certaines réflexions dans le chat par rapport à cette question. Je vois qu'il y a une question. Quelles sont les provisions qui sont mises dans le CIP pour enrichir l'évaluation des projets? Ce à quoi vous référez est ce qu'on appelle une évaluation de fin de route. Et à la fin du CIP, ce qu'on fait, on évalue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, ce qui ne l'a pas. Et c'est une nouvelle ressource qui fait partie du kit du CIP qui pourrait être trouvé dans le fp30.org, dans le site. Et je vous encourage vivement à le parcourir parce que cela vous accompagne à travers le processus et comment vous pouvez l'utiliser pour informer sur le prochain CIP. Je vois qu'il y a des mains levées par Abdel. Nous avons 2 minutes qui restent. Donc, je vois Abdel qui a la main levée. À vous la parole. Oh no, I'm sorry. I think there's an issue of communication. Désolé, je vois qu'il y a des problèmes de connexion. Ah, vous ne m'entendez pas? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, vous avez demandé tout à l'heure l'outil qu'on a apprécié plus. Vous savez, nous, l'outil AFP Smart était vraiment notre outil. Ça nous a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, vraiment de comprendre beaucoup de choses et de mener des plaidoyers dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Je crois qu'il faut continuer à vulgariser si les autres pays ne l'ont pas déjà. L'outil CIP également n'est pas mal, malgré sa complexité, sa taille et sa longueur. Je pense que c'est un très bon outil, mais il faut savoir aussi l'utiliser peut-être avec beaucoup plus de temps. Si on pouvait avoir son raccourci ou son résumé, je pense que ça allait aussi nous faire plaisir à partager avec nous. Merci. Thank you, Dr. Sanda. That's very Merci, Dr. Sanda. Votre intervention était intéressante. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à temps. Il est 10 heures. Nous avons pris note de toutes les questions, de tous les commentaires dans la boîte à conversation. Et nous allons suivre avec l'enregistrement, avec les diapositives et puis aussi avec le lien à toutes les ressources qui ont été mentionnées. Merci encore une fois. Merci d'avoir partagé votre temps et vos présentations et passez une bonne journée. Au revoir.